Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gatémerie. Je suis Anne Garsard, votre hôte. Ce podcast veut porter un autre regard sur le sens que l'on donne à la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque semaine, en l'occurrence le lundi, nous allons partir à la quête du sens de la réussite avec des invités aux horizons divers. Ils sont cadres supérieurs, entrepreneurs, sportifs ou encore artistes, mais ce qui les réunit, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ 1 heure, nous allons entrer dans leur univers pour découvrir l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leur processus de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur travail. Mon objectif est que vous tiriez le maximum d'enseignements de ces échanges pour vous en inspirer et ainsi vous rapprocher de votre propre réussite. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de me donner un coup de main est de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, mais aussi d'en parler autour de vous. Que ce soit à vos amis, vos collègues, sur les réseaux sociaux, bref, vous êtes mes meilleurs ambassadeurs et ça me donnera un gros coup de boost. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuelle Joseph Daly, directrice du lab recherche et prospective du cabinet Juliette Sterwern, mais aussi coach, chargée d'enseignement en grandes écoles et auteur. Et c'est son dernier livre, Les talents cachés de notre cerveau au travail, qu'elle a coécrit avec Bernard Anselm, qui m'a particulièrement intéressée. Dans ce livre, Emmanuelle et Bernard décryptent l'application des neurosciences dans le monde professionnel. Dans cet épisode, j'ai voulu creuser des sujets qui me passionnent et qui, j'espère, vous parleront. Tout d'abord, l'apprentissage. Vous commencez à me connaître, j'adore apprendre et je pense que si vous êtes ici avec moi, c'est que vous êtes dans le même cas. J'ai voulu comprendre les mécanismes de notre cerveau dans l'apprentissage, mais aussi comprendre nos émotions et leur rôle dans le monde professionnel. Emmanuelle nous explique la différence entre motivation et engagement, comment on peut développer notre capacité d'attention et de mal-être au travail, parce que c'est un sujet qui n'est pas assez adressé et qui, à mon sens, est important. Bref, des sujets passionnants qu'Emmanuelle nous explique avec clarté. J'ai beaucoup appris de cet échange, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Emmanuelle Joseph Daly. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Enger. Je suis ravie de te recevoir sur Gatémerie. Pareillement, merci pour cette invitation. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Alors Emmanuelle, tu es ce qu'on appelle aujourd'hui une slasheuse. Tu es auteur, coach, prof dans les grandes écoles et universités, conférencière. Et récemment, tu as coécrit un livre sur l'application des neurosciences dans le monde du travail. Absolument. On va y revenir, car c'est un sujet que je trouve passionnant. Mais avant, j'aimerais que tu me dises comment tu es tombée dans la marmite de cette science qui est assez nouvelle. Alors, on parle déjà depuis quelques années des neurosciences au travail. Aujourd'hui, c'est vrai que les neurosciences font souvent la une des magazines. Il se passe peu de semaines sans qu'on voit sur les couvertures quelque chose sur le cerveau. Nous, dans notre ouvrage que j'ai coécrit avec Bernard Anselm, qui lui est médecin, il est spécialisé sur l'imagerie médicale, l'idée pour nous, ça a été de traiter à la fois des neurosciences, mais aussi des avancées récentes en psychologie cognitive, donc de mélanger différentes approches. D'accord. Et puis surtout de rendre cet ouvrage très applicable au monde du travail. Donc ça a été davantage mon rôle, c'était de transposer les avancées dans le domaine de la recherche, c'est-à-dire la connaissance que la recherche fondamentale nous permet d'avoir, au monde très concret de l'entreprise, des organisations. Et ce maillage-là, ce lien-là est indispensable parce que sinon on reste sur de la littérature scientifique non applicable au monde de l'entreprise. Et ce que je voulais faire, c'était ce lien-là, cette transposition-là. Comment je suis venue à tout ça ? Je suis chercheur à l'origine, mais j'ai une formation de recherche qui a été très structurante dans mon parcours parce que je suis très attachée à la validité de ce qu'on propose, de ce qu'on présente, et à une validité scientifique éprouvée, et à cette rigueur-là que demande la recherche. Je ne cite jamais une source sans l'avoir vérifiée dans le livre source, ce qui prend du temps, ce qui est quelque chose de très méticuleux. Et je suis attachée à ce principe-là. Et dans le monde du conseil, finalement, on est souvent assez éloigné de ce principe de recherche parce que on développe de nouveaux modèles qui fonctionnent bien. On a une démarche expérientielle qu'on teste avec des groupes en formation, par exemple, ou dans des séminaires et qu'on généralise. C'est quelque chose de très puissant.
dans la démarche, c'est-à-dire avoir cette possibilité de côtoyer le terrain que la recherche n'a pas toujours, puisque la recherche procède par échantillonnage, alors que en tant que consultant, en tant que formateur, on forme et on accompagne des milliers et des milliers de managers par an ou de collaborateurs par an. Donc, ça donne aussi des éléments très représentatifs et mis sous le calque de la recherche, ça donne quelque chose de très puissant. Donc, je voulais utiliser ces casquettes qui étaient les miennes pour écrire un ouvrage qui soit utile aux professionnels de l'entreprise, des organisations, du secteur public, puis même aux professions libérales, aux professions plus artistiques, aux professions indépendantes, aux TPE, aux PME, aux ETI, enfin qui soient utilisables de manière large par tous les gens qui travaillent, parce que ça me semblait très utile de faire ce lien. Alors comment je suis venue là-dedans ? J'ai toujours eu cette volonté de faire le lien entre la recherche et le monde de l'entreprise. Et puis, au sein du groupe JS Terwen, on a monté un comité neurosciences il y a quelques années pour travailler sur ces sujets de transposition des neurosciences dans les environnements professionnels et pour aider nos clients. Et m'est venue l'idée d'y travailler sous un format d'écriture, hein, qui est un format que j'aime puisque j'ai écrit toute ma vie. J'ai toujours écrit. Et la rencontre avec Bernard Anselem a fait le reste. D'accord, c'est très clair. Et comme tu l'évoquais, on parle beaucoup des neurosciences. Pour avoir une meilleure compréhension, est-ce que tu peux me définir ce que sont les neurosciences et dans quel domaine on peut les appliquer ? Tu as des exemples concrets ? Les domaines sur lesquels on peut les appliquer, pour commencer par ça, c'est absolument tous les domaines de la vie, puisque comprendre son fonctionnement cérébral, connaître son corps, connaître la manière dont notre cerveau fonctionne, ça permet bien évidemment de fonctionner mieux. On prend souvent l'exemple un peu classique du pilote de course qui ne connaîtrait pas sa voiture de Formule 1. Il optimiserait beaucoup moins son circuit, sa vitesse, sa rapidité. Ça paraît une évidence. Une évidence que le sportif doit connaître son corps, doit connaître ses muscles pour optimiser sa performance. Et pourtant, nous tous qui sommes au travail du matin au soir, on pense peu que connaître son cerveau, ça permet aussi d'optimiser sa performance. Et par performance, je n'entends pas que la performance pour l'entreprise, j'entends une performance de vie globale et une existence, même plus que performance, parce que ça permet plus de bien-être, ça permet de se ressourcer davantage, ça permet de se concentrer davantage, ça permet d'être plus apaisé, plus serein face aux événements imprévus qui arrivent. Et du coup, ça donne une vraie puissance de notre être, ces neurosciences et cette compréhension de notre fonctionnement. Je dois étendre le terme neurosciences à psychologie cognitive, psychologie comportementale et même psychologie sociale. Le fait de mieux comprendre ces mécanismes-là permet de mieux se comprendre soi-même et du coup de mieux vivre avec soi, ce qui est déjà pas facile, pour mieux vivre avec les autres. D'accord. Voilà. Alors, j'ai pas mal de questions sur ça. Je m'intéresse beaucoup aux émotions, notamment à la gestion des émotions. Comment est-ce qu'une émotion naît ? Comment elle surgit et comment elle se manifeste au cerveau ? Alors, ce qui est passionnant sur le sujet de l'émotion, c'est qu'elle arrive en premier au cerveau. C'est-à-dire qu'elle arrive avant toute prise de décision, avant tout geste, elle est là. Et ce qu'il faut retenir sur l'émotion, c'est qu'on ne peut rien faire contre son apparition. Une fois qu'elle arrive, elle arrive. Elle est là, elle est dans notre cerveau et c'est comme ça. Alors, il y a 6 émotions de base qui ont été découvertes dans les années 70. Et parmi les 6 émotions qu'on appelle les émotions primaires, on a la joie, la peur, la colère, la tristesse, la surprise et le dégoût. Et ces émotions-là, elles sont dites universelles, c'est-à-dire qu'elles s'expriment par des micro-signaux de non-verbal, en quelque sorte, partout dans le monde de la même manière, peu importe l'âge, le sexe, la culture, le milieu social. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement signifiant. Complètement. C'est-à-dire qu'on soit en Asie, en Amérique du Sud, en Europe occidentale, en Afrique, les gens vont exprimer la surprise par des signaux corporels qui sont très similaires. Il y a eu d'ailleurs, il y a quelques années, une exposition extraordinaire au Grand Palais sur l'émotion de joie et des photos d'habitants du monde entier exprimant leur joie et leur bonheur avec un faciès qui se ressemblait d'une population à l'autre. Génial. C'est une exposition qui, moi, m'a généré énormément d'émotions positives et pendant longtemps,
parce qu'il y avait les neurones miroirs qui s'activaient face à ces photos de gens heureux, et on s'identifiait beaucoup à eux dans leur plaisir et dans leur joie. Alors, ces émotions-là, pour revenir à ta question, du coup, sont dites émotions primaires, mais il y en a énormément d'autres, beaucoup plus complexes, comme le mépris, la gêne, la honte, la fierté, le soulagement, l'amusement, la satisfaction, l'excitation, le plaisir sensoriel. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, qui ont été rajoutés par la suite. Et si on devait revenir à l'origine de tout ça, les émotions sont apparues au départ pour sélectionner les informations importantes pour survivre. C'était comme ça du temps des hommes préhistoriques, et c'est aussi comme ça dans le règne animal. Et du coup, ça induit un certain nombre de choses, puisqu'au départ, elles sont là pour nous protéger, nous aider aussi à nous reproduire, donc à faire que l'espèce survive, et aussi, bien sûr, à s'alimenter et à perdurer, donc se développer. Et c'est aussi pour ça qu'elles permettent à notre organisme d'éviter les menaces et de rechercher ce qui fait du bien. Et ça a introduit les deux circuits qui sont nos circuits de mammifères, à savoir le circuit de la récompense et le circuit de l'évitement ou de la menace. D'accord, ok. On agit en cherchant une carotte, entre guillemets, ou en évitant le bâton. Et toujours entre guillemets, je simplifie le fonctionnement, mais notre cerveau est fait comme ça. Il a besoin de rechercher du plaisir et de rechercher quelque chose qui va le satisfaire. Et il cherche aussi à éviter de se mettre en danger. Donc ces deux circuits sont des circuits qui sont moteurs pour l'être humain qu'on est. Des émotions que tu as citées, il y en a une qui est assez récurrente, je trouve, c'est celle de la peur. J'ai beaucoup de retours de mes auditeurs qui me disent que souvent ils veulent enclencher leur prochain pas professionnel et que souvent la peur les retenait. Et du coup, j'aimerais bien comprendre pourquoi l'émotion de la peur est celle qui pèse le plus. Est-ce que c'est lié à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'on essaie de se protéger ? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer ? Absolument. Ce que tu évoques est très vrai, à savoir que les émotions négatives ont un poids plus important parce que dans notre cerveau, à l'origine, elles étaient là pour nous protéger du danger. C'est-à-dire que typiquement, j'ai peur de la hauteur, donc je ne me penche pas au balcon. J'ai peur de la voiture qui arrive, résultat, je fais un pas en arrière pour éviter qu'elle m'écrase. On a des réflexes, qui sont aussi des archaïsmes cérébraux, qui sont là pour nous protéger. Et la peur vise à nous envoyer des messages. Et ce qui est intéressant dans la situation actuelle, c'est de se demander pourquoi on a peur, c'est-à-dire de comprendre pourquoi l'émotion arrive, de savoir l'identifier. Et ça, c'est un exercice important dans la manière dont on apprivoise ses émotions. Et j'aime beaucoup l'idée d'apprivoiser ses émotions plus que de gérer ses émotions. Je trouve que le mot gestion émotionnelle est fade par rapport à la pureté, à l'ancienneté de ce qu'est une émotion. Donc j'aime bien l'idée de réussir à s'en faire des alliés, à les apprivoiser, à les dresser parfois, pour qu'elles nous éclairent aussi. Et une émotion vient parce qu'il y a un besoin derrière. Et arriver d'une part à se dire « là, je suis en train d'avoir peur », et d'autre part à se dire « pourquoi cette peur est là », ça c'est intéressant. Et pas facile, parce qu'on n'est pas toujours capable d'identifier pourquoi une émotion est là, ni même qu'elle est là. Et pourtant, ça nous aide pour l'action d'après, pour ce qu'on va en faire. C'est pas un mécanisme évident, puisque avec la peur encore, on peut avoir peut-être le temps de la digérer quand c'est une peur par rapport à une situation globale, mais avec une émotion comme la colère, par exemple, le temps de réaction est généralement très court entre le moment où l'émotion arrive, donc l'émotion de colère, et la réaction qui s'ensuit. Et c'est là que tout le travail repose. C'est ça. Donc, je sais pas, si on prend un exemple, imagine, je suis dans une réunion, il y a quelque chose qui m'agace, je commence à m'énerver. Est-ce que tu as des techniques à partager pour qu'on puisse apprivoiser cette émotion-là, cette colère-là, dans mon exemple? Concrètement, qu'est-ce que je devrais faire pour ne pas m'emporter? Parce qu'on sait que si on s'emporte, c'est pas la meilleure des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, il y a plein de conseils ou de recommandations qui peuvent permettre de se faire des alliés de nos émotions, c'est-à-dire d'agir en tout cas sur la régulation de ces émotions.
Il y a une première technique qui est assez connue et qui est même à l'origine d'un courant de thérapie qui est en essor actuellement, qui s'appelle l'acceptation. C'est l'idée d'accepter que l'émotion arrive et que on peut justement, quand on accepte que l'émotion arrive, se dire qu'une pensée est juste une pensée. Donc, qu'on n'est pas forcément dans une réalité, qu'on n'est pas forcément dans une vérité et qu'on peut la modifier. C'est-à-dire que je suis agacée dans cette réunion. À quoi va me servir cet agacement? J'ai conscience que je suis agacée, c'est déjà une première chose très importante. C'est-à-dire que j'ai pris le temps d'analyser ce qui était en train de se passer en moi. Est-ce que je suis en train de m'agiter sur ma chaise? Est-ce que je suis en train de me ronger les ongles? Est-ce que je suis en train de trembler, d'avoir des sueurs froides, de transpirer? Peu importe, mais j'ai réussi à identifier les signaux physiques et corporels qui se passaient dans mon corps et qui vont me permettre de me dire là, je suis en colère ou là, je suis agacée, là, je suis énervée pour gérer l'étape d'après. Et là, on peut parler de gestion puisque l'étape d'après, c'est du coup, est-ce que j'interviens de manière un petit peu froide, un peu trop directe? Est-ce que je prends la parole sans y avoir été invitée? Est-ce que j'ai un ton offensif, défensif? C'est qu'est-ce que je fais de cette émotion-là? Et l'acceptation, c'est-à-dire déjà se dire l'émotion est là et ce que je suis en train de me dire, à savoir que je suis agacée, c'est une pensée et je peux la transformer en quelque chose d'autre. C'est intéressant. Il y a une autre technique qui est la technique qu'on appelle d'imagerie mentale positive. C'est l'idée de se dire, à ce moment-là, je pense à quelque chose qui est une image mentale positive. Et du coup, ça va s'apparenter à de la sophrologie. C'est-à-dire? Typiquement, quand je suis agacée, quand je suis énervée, quand j'ai peur, quand j'ai une émotion négative qui vient en moi, je pense à quelque chose qui va m'amener du bonheur, typiquement la plage de Cabourg avec des goélands, ma séance de piscine du matin où j'ai nagé plusieurs kilomètres en nage papillon, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Je vais penser au dîner familial que je vais avoir ce week-end. Je vais me projeter mentalement dans quelque chose qui me fait du bien. Si je comprends bien ce que tu dis, l'émotion en tant que telle, on ne peut pas la contrôler. Elle surgit par elle-même. En revanche, là où on peut avoir un levier, c'est de savoir comment on l'apprivoise et qu'est-ce qu'on en fait. C'est bien ça? Absolument. Absolument. D'accord. Et ça dépend de nous. Et Kant disait, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel dans l'émotion, c'est qu'on peut changer de lunettes. Et ça nous appartient. Alors, il y a évidemment une transmission générationnelle, c'est-à-dire il y a des familles où on change de lunettes plus facilement que d'autres, mais pas que. C'est-à-dire que le contexte, notre environnement, notre volonté font aussi la différence dans cette manière de vivre et d'appréhender le quotidien, puisque les événements négatifs, il y en a partout. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut choisir de les voir partout. On peut choisir de les voir et puis de les transformer en autre chose. D'accord. J'adore apprendre de nouvelles choses. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast. Par exemple, si on veut apprendre une langue, une nouvelle compétence ou même se préparer à un examen, si on est étudiant, je me demandais s'il existait des tendances ou des principes qui permettraient de favoriser l'apprentissage. Alors, il y a un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment et qui me passionne parce que je pense que c'est la compétence essentielle du 21e siècle, c'est la capacité attentionnelle. La capacité attentionnelle, évidemment, va être très reliée à l'apprentissage et au fait de pouvoir être en attention volontaire par rapport aux choses. On est toujours attentif à quelque chose. Même quand on se distrait, c'est que notre attention s'est portée sur autre chose. Typiquement, je suis en réunion et je commence à penser à ma liste de courses. Je suis distraite parce que mon attention est partie sur la liste de courses. Mais du coup, mon attention est bien là. Elle est juste partie de mon objectif initial. Et en matière d'apprentissage, il y a quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, c'est à se concentrer, à comprendre notre attention. Et il y a un chercheur que je suis beaucoup qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud, qui travaille sur la concentration et qui a créé le programme ATOL, qui est un programme pour travailler sur l'attention à l'école. Et ces travaux gagnent à être connus puisque c'est un sujet qui va être, je crois, primordial pour l'apprentissage de demain. Je vais revenir sur la concentration tout à l'heure, mais si on reste sur l'apprentissage. Pour apprendre une nouvelle langue, si je prends cet exemple-là,
quelles seraient les conditions qui favoriseraient sa réussite? Alors, notre cerveau est plastique, hein. On sait qu'il a cette capacité d'apprentissage à tout moment. Autrefois, on pensait qu'on arrêtait d'apprendre à un certain âge puisque nos neurones s'auto-détruisaient. Aujourd'hui, on sait que le cerveau est un muscle et que s'il est entretenu, il continue dans son apprentissage tout au long de la vie, ce qui est merveilleux. Pour l'apprentissage d'une langue, on sait qu'on apprend bien mieux les langues enfants, puisqu'on les apprend facilement et sans accent. Si tu as déjà rencontré des petits qui habitent dans un pays étranger, ils ont une capacité d'apprentissage folle. En quelques semaines, en quelques mois, ils sont complètement bilingues sur une langue dont ils n'avaient jamais entendu parler quelques mois auparavant. Bien sûr. Parce que ce sont des éponges, parce que le cerveau fonctionne de manière mimétique, parce que du coup, il capte les sons. Néanmoins, à tout moment dans l'apprentissage, je crois beaucoup au rôle des émotions positives. En tant que formatrice, quand j'essaye de transmettre un contenu, j'essaye de le transmettre en générant à un moment donné des émotions positives au public, parce que on va retenir davantage le moment émotionnel que le contenu pédagogique. Le contenu pédagogique, finalement, on peut l'avoir sur Internet, en audio, en podcast, en lecture, mais l'expérientiel, c'est-à-dire le moment passé ensemble qui va générer une émotion positive, ça va permettre aux gens de se rappeler davantage de ce qu'ils ont lu ou vécu à ce moment-là. D'accord, je comprends mieux. J'ai passé beaucoup de temps à l'étranger et ce que tu dis est vrai dans la mesure où quand j'apprends une nouvelle langue, par exemple, je retiens beaucoup mieux les mots en discutant avec quelqu'un que si je l'avais appris dans un livre, quoi. Bah, j'imagine. C'est un peu le concept qu'il y a dans le film de l'auberge espagnole où le personnage principal apprend l'espagnol durant son programme Erasmus. Il peine à l'apprendre à la fac et il l'apprend en quelques semaines au bar à tapas en bas de chez lui. C'est ça. Et ça, dans l'apprentissage, c'est clé, c'est savoir par quoi va passer son apprentissage. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui va être nécessaire de développer dans les universités, dans les écoles, dans les prochains mois, années. C'est apprendre aux gens à apprendre et puis aider les étudiants à savoir par où ils apprennent le mieux. Et c'est une connaissance de soi, toujours, dont on ne bénéficie pas forcément étant plus jeune, étant enfant. Oui, et ça se répercute à l'âge adulte en plus. Bien sûr. Alors, bonne transition à ma prochaine question. Avec ce que tu me dis, je suppose que chacun a son mode d'apprentissage. Alors, de ma fenêtre et de ce que je perçois en tant que professionnel de la formation, chacun a complètement sa manière d'apprendre et c'est quelque chose qui se vérifie par la recherche, puisque quand on fait des diagnostics d'apprenance, on voit que les gens ont tous une manière différente d'apprendre et typiquement que certains sont plus sensibles au digital, que d'autres vont être plus sensibles à un apprentissage audio et on peut le vérifier sur nous-mêmes de manière très simple. Est-ce que quand on écoute un podcast, est-ce qu'à la fin du podcast, on a retenu davantage que si on avait lu quelque chose sur écran ou lu quelque chose sur papier? Et pour revenir à ce que tu as dit par rapport à la compétence d'apprendre à apprendre, encore une fois, je reviens sur les retours de mes auditeurs. Certains veulent faire une reconversion ou bien changer de service dans leur entreprise qui nécessite l'acquisition de nouvelles compétences. Et souvent, ils ont des freins, disant « j'ai pas y arriver, je peux pas apprendre ». Etc. Et du coup, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, sur ces différents freins où les gens, en fait, ne sont pas convaincus qu'on peut apprendre tout ce qu'on veut, en fait. Alors, en coaching, on appelle ça les croyances auto-limitantes. C'est la manière dont on se limite nous-mêmes en se mettant des barrières qui ne sont pas toujours justifiées ou justifiables, mais qui nous bloquent et qui nous bloquent nous-mêmes. Et on a tous une histoire, un passé, une éducation, une manière de voir le monde qui fait que on va oser plus ou moins. Et moi, je m'intéresse en ce moment beaucoup à un concept que j'appelle l'impertinence raisonnée, à savoir être impertinent, mais avec élégance, à un moment choisi aussi, puisque c'est compliqué l'impertinence, il faut pas l'être trop tôt ni trop tard. Tu as un exemple par rapport à ça? Oh, il y a plein d'impertinences qui ont fonctionné. Quand je pense à Blablacar, Uber ou Airbnb, ils seraient arrivés 20 ans plus tôt, ça aurait pas fonctionné. Et ils ont su hacker des systèmes et des marchés qui étaient mûrs pour ça. Bien sûr. Quand on pense à Airbnb, est-ce qu'on aurait pensé
il y a 20 ans qu'on allait pouvoir passer une nuit dans l'appartement, dans le lit de quelqu'un qui la veille était là, puis boire son café à sa cafetière et dormir dans un endroit où il y a encore toutes ses affaires dans le placard. Ça serait apparu comme complètement saugrenu. Oui, ce que tu dis, ça s'apparente à l'audace, en fait. C'est de l'audace. C'est un moment qui fonctionne bien. Et ça peut aussi être de l'impertinence parce que ça peut casser les codes. Et moi, j'aime bien cette idée que l'impertinence est loin d'être une absence de pertinence et que du coup, le mot devrait presque être transformé. Tout à fait. On a évoqué tout à l'heure notre capacité d'attention et de concentration. On a 24 heures dans la journée et je pense qu'on aimerait bien en faire plus, notamment hors du travail. Tu as aussi parlé des distractions. Quand tu me dis distractions, je pense aux réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu aurais des conseils à nous partager pour éviter ces pilleurs de temps? Alors, je vais revenir sur on aimerait tous faire plus. Je pense qu'il faudrait qu'on se dise qu'on aimerait faire mieux. Parce que les réseaux sociaux sont une source d'addiction incroyable. D'ailleurs, le digital est une addiction incroyable parce que le digital capte notre attention. Aujourd'hui, quand on regarde en librairie le nombre de livres qui sortent sur détox digital, halte à la concentration éparpillée vers le digital, c'est assez révélateur du fait qu'on a besoin de se détacher de cette addiction-là, qui est une vraie addiction. Bien sûr. C'est-à-dire, on observe aujourd'hui certains troubles en lien avec ça. On sait que les Français passent un nombre d'heures par jour sur Internet, mais par Internet, on entend les réseaux sociaux, et il y en a de plus en plus qui ont un fonctionnement fait pour capter notre attention, savoir un fil qui ne s'arrête jamais, des algorithmes travaillés en lien avec nos intérêts, c'est extrêmement bien fait. Bien sûr. C'est pareil que le principe du marketing, mais c'est très poussé. Ça travaille d'ailleurs avec les neurosciences, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de neurosciences derrière pour capter notre concentration. Alors, quelques conseils pour revenir à ta question sur comment être plus au moment présent quand on y est. Et ça, c'est quelque chose qui est un cheval de bataille pour moi, c'est la présence attentionnelle, c'est le ici et maintenant. On ne peut pas être partout à la fois, mais quand je suis quelque part, j'y suis vraiment. Ça, c'est un conseil que je donne à mes étudiants en début de session à chaque fois, c'est si vous n'êtes pas dans la salle maintenant, allez où vous devez être. C'est-à-dire, essayez de ramener votre attention et si vous n'y parvenez pas, allez passer le coup de fil qui vous trotte dans la tête, allez écrire l'email qui vous trotte dans la tête, allez prendre une demi-heure pour essayer de résoudre un sujet qui vous trotte dans la tête, parce que ça ne sert à rien que votre corps soit là si votre esprit ne l'est pas. Alors, pour y travailler, il y a un principe qui peut paraître un peu banal, mais qui est essentiel, c'est déjà le principe de la pause, de laisser son esprit vagabonder mentalement très régulièrement. Et rares sont les gens qui me disent toutes les 15 minutes, je laisse mon esprit vagabonder 1 minute. Et pourtant, en neurosciences, on sait que c'est ce qu'il faudrait faire. Moi, quand tu me dis ça spontanément, je me dis, si je laisse mon cerveau vagabonder, je vais penser à plein d'autres choses. Tu vois, c'est différent de la méditation où on fait une pause, mais on ne pense à rien. Mais là, l'idée, c'est de se laisser porter, c'est ça? Absolument. Donc, tu laisses ton esprit flotter un petit peu sans but, mais tu arrives à le ramener au moment où tu dois le ramener. C'est-à-dire que tu ne pars pas dans des dérives incroyables, mais tu laisses un peu ton esprit se reposer. Peut-être que tu vas penser à quelque chose d'autre. Peut-être que tu vas aussi avoir une interaction sociale, quelque chose d'autre, mais tu coupes de ce que tu es en train de faire en matière de concentration, et ce, assez régulièrement. On sait que voilà, l'optimum, c'est 1 minute toutes les 15 minutes, ou au moins toutes les 45 minutes, faire 3 minutes de pause. Mais ce qui est important, c'est de se dire que la chose qui est couramment admise, à savoir la pause pendant 15 ou 20 minutes toutes les 2 heures ou 3 heures, ça, en termes d'efficacité pour le cerveau, c'est pas très utile. En matière de lien social, c'est important, mais dans le fonctionnement cérébral, c'est pas quelque chose qui va permettre de se régénérer comme des micro-pauses régulières. Ok, donc mieux vaut faire plein de petites pauses, même courtes, plutôt qu'une longue pause après une longue plage de travail. Absolument, parce que la longue plage de travail, en fait, elle a des ruptures de concentration très régulières. Moi, quand on est rentré en phase de confinement, j'ai décidé de ne plus faire des conférences qui duraient 1 heure sans interruption, puisque la capacité cognitive ne peut pas suivre pendant 1 heure sans interruption. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, mieux vaut séquencer et segmenter
Il y a un autre élément, bien sûr, qui va aller avec ces principes de concentration, c'est de limiter les sollicitations au maximum, ou en tout cas de rester en maîtrise des sollicitations. Savoir dire non aux sollicitations, c'est parfois difficile. Alors, savoir dire non ou adopter des codes qui font qu'on montre que c'est pas parce qu'on est physiquement là qu'on est psychiquement disponible. Par exemple, mettre un post-it ou un truc comme ça? Pourquoi pas? Je suis en open space, je mets un post-it avec un code couleur. Je décide avec l'équipe d'un code à respecter, puisque c'est la même chose pour tout le monde. La mode de l'open space et l'ère de l'open space a fait qu'on estime que les gens, parce qu'ils ont leur corps qui est là, ils sont disponibles à tout moment. Et c'est le drame de la concentration, évidemment, puisque non, ils ne sont pas disponibles à tout moment, puisqu'ils ont des phases de concentration. Et l'idéal est d'avoir des phases de concentration assez courtes, parce qu'on ne peut pas se concentrer très longtemps, mais on reste en volonté, c'est-à-dire en décision. Là, je vais me concentrer une demi-heure, là, je vais me concentrer 20 minutes. Voilà, on reste en décision par rapport à ça. Et pour reboucler avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport au mode d'apprentissage, peut-être il y a aussi des plages dans la journée où on est plus ou moins productif. Si je prends mon exemple, je sais que je suis beaucoup plus productive le matin plutôt que l'après-midi. Le fait de savoir ça, ça peut aussi nous aider, non? Évidemment. Tout ça, ça concourt à la connaissance de soi. Et une bonne connaissance de soi, c'est clairement la clé à la fois pour manager des équipes, pour se manager soi-même, pour interagir avec l'autre. Si tu sais que le matin, tu es d'un tempérament grognon, tu vas le gérer mieux du coup dans tes interactions sociales, personnelles, familiales. Si tu sais que après l'heure du déjeuner, tu es inefficace, tu vas pas mettre ton entretien d'embauche sur ce créneau-là ou bien ta négociation salariale. Ok, la connaissance de soi, c'est un vaste sujet. Est-ce que tu aurais des conseils pour savoir ces choses-là de soi? Alors, j'ai pas cette mallette magique. Néanmoins, je crois qu'il y a quelque chose d'important, c'est de comprendre que c'est pas à isopérimètre en permanence. C'est-à-dire que se connaître soi-même à 18 ans, quand on révise le bac, se dire « Ah ben tiens, moi j'apprends bien avec des fiches », ça veut pas dire qu'à 30 ans, tu apprendras bien avec des fiches. Et ça, c'est un élément important. C'est-à-dire on peut pas rester sur des logiques anciennes, les logiques évoluent. Et ça, il faut en avoir conscience, ça évolue en fonction de plein de choses. Et puis le digital a complètement transformé tout ça. Même si je souhaite préciser que les recherches montrent qu'on s'imprègne beaucoup plus quand on écrit à la main avec un stylo que sur ordinateur pour la mémorisation. Ça, c'est quelque chose, il n'y a pas de débat sur le sujet. Certains écrivains, d'ailleurs, continuent à écrire à la plume et sur le cahier. Il y en a beaucoup parce qu'il n'y a pas la même sensation dans l'écriture non plus, très clairement. Et on mémorise encore plus quand on a un stylo qu'on aime bien, avec lequel on a un attachement émotionnel, c'est-à-dire qui aurait été un cadeau ou qu'on se serait acheté à un moment donné ou qui va nous générer du coup des émotions positives. Donc je dirais presque un des premiers conseils que je pourrais donner, et ça marche en développement personnel, je l'utilise beaucoup en coaching aussi cet outil-là, c'est achetez-vous ou faites-vous offrir un stylo, peu importe le stylo, mais qui va vous générer un souvenir, une imagerie mentale positive quand vous l'utilisez, parce que du coup, le principe de revenir au papier, c'est quand même une autre senteur. C'est le stylo ou le cahier d'ailleurs? Les deux, ça va générer quelque chose. J'avoue que mes stylos, je les prends n'importe où, mais mon carnet, oui, j'y tiens. Ça marche aussi, ça génère des hormones de bonheur au cerveau, du coup, quand on le prend, et il va y avoir quelque chose sur la mémorisation qui va se jouer. Mais dans cette petite mallette, du coup, c'était un pas de côté de parler du stylo et du cahier, mais je parlerai surtout de la fragilité émotionnelle, c'est-à-dire pour bien comprendre comment on fonctionne, il faut comprendre ce qui va nous rendre fragiles émotionnellement. Et ce qui nous rend fragiles, c'est aussi la faim. Quand j'ai faim, quand j'ai pas mangé, mes émotions sont pas les mêmes. Quand j'ai mal dormi, mes émotions ne sont pas les mêmes. Quand j'ai été dans une situation de fatigue physique, je vais être plus fragile émotionnellement, et quand je suis plus fragile, je vais prendre des moins bonnes décisions, je vais être plus sensible à mes biais cognitifs également. Ok, très clair. Alors là, je vais revenir sur un sujet que tu as évoqué au tout début de notre conversation, sur l'engagement et la motivation, la carotte et le bâton, qui est d'ailleurs un des sujets sur lesquels tu as travaillé. Alors j'ai lu plein d'études sur le désengagement au travail, qui est accentué avec la crise qu'on vit aujourd'hui. Comment penses-tu que l'entreprise peut mieux engager ses collaborateurs? Et du point de vue du salarié, quels sont les ressorts de sa motivation? Alors là, dans ce que tu évoques, tu parles des ressorts de la motivation, mais surtout de l'engagement. Oui.
Et moi, je vais déjà commencer à te répondre en te disant que pour moi, motivation et engagement sont deux notions très différentes. D'accord. C'est un débat que j'ai souvent eu avec Bernard, avec qui j'ai coécrit Les talents cachés de votre cerveau au travail, puisque dans le cerveau, on assimile motivation et engagement à tout ce qui va être fonctionnement cérébral en lien avec les réseaux moteurs, en fait, ce qui nous met en action. Mais en entreprise, on va faire la différence. Et comme tu le mentionnais tout à l'heure, l'engagement a été un de mes grands sujets de recherche au préalable, puisque j'ai écrit mon premier livre sur le sujet, qui s'appelle « Développer l'engagement de vos collaborateurs ». Donc, j'ai plein dans ce sujet-là. Bien sûr. Et sur l'engagement, on va faire une différence parce qu'on peut être très motivé et pas du tout engagé. Et je vais te donner un exemple, qui est un exemple que je prends souvent. C'est ma coiffeuse, Yuki. Peut-être qu'elle adore faire des coupes. Elle adore être créative dans ce qu'elle propose à ses clients. Elle aime le relationnel. Elle aime essayer de se dépasser dans ce qu'elle fait. Elle aime le côté artistique de la coupe de coiffure. Mais qu'elle soit coiffeuse pour Jacques Desange, pour Franck Provost, c'est la même chose. C'est-à-dire, elle va être motivée par son activité, mais pas engagée pour sa structure. Oui. Et c'est essentiel. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de motiver. L'idée est d'engager. Et cette notion d'engagement, elle va se transformer et elle est en train de se transformer avec tout ce qui a été vécu dans cette année 2020 parce que les gens vont aspirer à un engagement en lien avec demain plus qu'à un engagement en lien avec hier qui mesure la loyauté, l'attachement émotionnel unique, le sentiment d'appartenance, puisque tout ça va être radicalement modifié par le nouveau prisme professionnel qui va être le nôtre. Bien sûr. Donc, quand j'entends les managers dire il faut que je motive mes collaborateurs, je leur dis pas du tout en fait. La motivation, ils la trouvent en eux. Leur principe de motivation, ils l'ont en eux. Vous pouvez essayer de ne pas tuer cette motivation, c'est-à-dire de la faire fleurir, de la faire grandir, de la cultiver. Vous n'allez pas motiver quelqu'un. Et puis en plus, ce à quoi il faut s'intéresser, c'est pas à le motiver seulement, c'est surtout à l'engager, c'est-à-dire qu'il soit lié à la structure, qu'il mette sa force de travail, son intelligence au profit de l'équipe, de la structure, parce que c'est ce qui va faire la différence. Mais encore une fois, ça c'est l'engagement d'hier et il va falloir repenser l'engagement de demain, qui est un sujet qui m'intéresse et sur lequel je pense également travailler. Ok. Dans les entreprises, souvent, elles essayent d'engager leurs collaborateurs par des primes, par de l'intéressement, etc. En tout cas, des indicateurs très liés à la performance. Mais on voit que ça marche pas forcément. Donc toi, aujourd'hui, quel levier tu recommanderais aux entreprises pour mieux engager leurs collaborateurs ? Alors, plusieurs choses. La partie financière n'est pas source première d'engagement. Ça fait partie, pour le cerveau, de ce qu'on appelle les motivations extrinsèques, c'est-à-dire les motivations extérieures, qui vont évidemment être source d'engagement, mais qui ne vont pas être la source d'engagement première, et surtout qui vont s'amenuiser avec le temps, parce qu'on a un phénomène dans le cerveau qui s'appelle l'habituation. Et une fois qu'on a eu sa prime ou son augmentation, on sait que on a une zone palier où finalement il n'y a plus une grande différence dans l'engagement qu'on met par rapport à avant. Et quand on atteint un certain niveau de salaire, et ça on en parle aussi dans notre livre, il y a des recherches intéressantes qui ont été faites sur des gagnants du loto aussi, quand on atteint un certain niveau de salaire, finalement, il n'y a plus une très grande différence quand on monte un petit peu, c'est-à-dire quand on a des augmentations, parce que concrètement, on voit pas une réelle différence sur les possibilités ou la qualité de vie. D'accord. Le phénomène d'habituation du cerveau, c'est un phénomène qui est assez pervers. Ça veut dire que le cerveau s'habitue et du coup veut toujours plus. Il y a un livre intéressant de Sébastien Boller qui s'appelle Le bug humain et qui montre que le cerveau est présenté souvent comme notre meilleur ami, mais qu'il est aussi notre pire ennemi parce qu'il surconsomme, parce qu'il veut toujours plus, parce qu'il ne se satisfait de rien. Donc si le levier n'est pas financier, quel autre levier elles peuvent mettre en place ? Alors, si c'est pas financièrement, il y a plein de façons d'engager. Avant tout, le lien social est une façon d'engager extrêmement importante. C'est-à-dire, avant toute chose, les gens viennent au bureau et sont contents de faire partie d'une équipe parce qu'il y a un lien social entre les gens qui constituent cette équipe. Ce lien social, il est un peu distendu aujourd'hui parce que on se voit moins, parce qu'on se voit par visio, parce que du coup
c'est quand même beaucoup plus compliqué d'échanger aussi de manière informelle. Donc, il y a toute cette créativité par la sérendipité qui a disparu, c'est-à-dire cette rencontre un peu fortuite qui fait que on tombe sur quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Donc, ça a un peu disparu. Puis en même temps, il y a un lien social qui existe puisque les gens se parlent aussi plus librement parce que personne ne les écoute. Parfois, rentrent dans une zone privée alors qu'ils n'y étaient jamais allés. Quand on échange avec les gens aujourd'hui, on leur parle assez facilement de leur quotidien perso. Oui. Parce que leurs enfants ont repris l'école, alors qu'auparavant, on savait même pas s'ils avaient des enfants ou pas. Et est-ce que tu penses que le rôle de l'entreprise, c'est de donner du sens à ses collaborateurs ? Alors, il y a des vrais débats autour de ça. La loi Pacte, il y a quelques mois, avait lancé ce débat autour de la raison d'être, de la nécessité pour les entreprises de travailler sur leur raison d'être. Aujourd'hui, il y a un grand débat aussi autour des entreprises à mission. Et ce que je peux partager, en tout cas, de ma pratique de coaching, parce que moi, je fais énormément de coaching, à la fois avec les managers et avec des particuliers, c'est que les gens sont en demande forte de sens dans leur activité. Certaines activités prêtent plus au sens que d'autres. Typiquement, le coaching, l'enseignement, la formation, le travail dans des structures associatives, le travail dans les structures médicales, de transfusion, peut avoir du sens de manière assez intrinsèque. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on en trouve dans son travail au jour le jour. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, je travaille beaucoup pour la transfusion. J'ai beaucoup travaillé en ONG aussi par le passé. J'ai fait une formation également de gestion de l'aide humanitaire et du développement. Donc, c'est un milieu qui m'a beaucoup intéressée et dans lequel j'ai pu percevoir que les gens trouvaient du sens dans leur mission globale, mais assez peu dans leur vie au jour le jour, souvent. Oui. Et qu'on oubliait de leur en donner. Et ce qui peut devenir pervers en réalité. Et ce qui est dangereux en tout cas. Et l'inverse est aussi possible, c'est-à-dire qu'on peut en trouver moins dans l'activité globale, mais plus dans une activité du quotidien. Et ça, c'est le rôle de l'entreprise, mais c'est aussi le rôle de chacun d'arriver à se demander ce qu'il peut faire quand il travaille dans l'énergie, dans le luxe, dans le bâtiment ou autre, pour se dire d'accord, mon entreprise n'a pas une mission qui pour moi fait sens, mais pourtant je vais essayer de trouver un sens dans mon quotidien, voire je vais créer quelque chose qui va me permettre d'avoir ce sens. Et si c'est important pour la personne, c'est une question de survie presque, de se le donner, de se la donner cette opportunité et cette chance-là. Très clair. J'aimerais parler d'un sujet dont on ne parle pas assez, mais que j'aimerais bien évoquer. C'est celui du mal-être au travail. J'échange avec des personnes, encore une fois, qui ressentent un mal-être dans leur travail, mais qui ne savent pas si elles sont en dépression ou pas. Et donc, j'aimerais savoir quels sont les symptômes de la dépression qui doivent nous alerter. À quel moment on peut se dire « Oups, attention, là, ça va pas, quoi ». Et comment ça se manifeste ? Alors, je ne peux pas parler à la place d'un médecin et d'un psychiatre sur ces sujets-là. Je peux parler de ma fenêtre de professionnel du développement des compétences qui suis du coup sensible à tout ce qui est prévention des risques psychosociaux et prévention des situations de burn-out par l'amélioration de la qualité de vie au travail, des démarches d'autonomisation des collaborateurs. Ça, c'est quelque chose à préciser puisque j'ai pas de connaissances dans le milieu médical pour répondre à cette question. En revanche, ce que je peux dire, c'est que tout changement d'un comportement considéré comme habituel auparavant peut être un signe d'alerte. C'est d'ailleurs aussi un signe en matière de désengagement. Quand on a moins envie de se lever, d'y aller, quand on a une fatigue physique beaucoup plus importante à la fin d'une réunion qui nous a demandé de l'énergie, quand on a moins envie aussi de créer un lien social, d'échanger, de discuter, tout ça, ça peut être des signes inquiétants. Et souvent, les gens qui sont en burn-out sont des gens très engagés, qui vont dans le surengagement justement. Et en coaching, moi, ce que j'essaye de travailler, c'est l'idée de se dire quand on est surengagé quelque part, on est désengagé quelque part ailleurs. Et je suis très sensible à la notion d'équilibre global et systémique. C'est-à-dire que la performance au travail n'a aucun sens si à titre personnel, on n'est pas épanoui dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans ses cercles respectifs. L'idée de réussite doit être globale. Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est en dépression ? Alors ça, c'est une question beaucoup trop pointue pour moi. Avec mes casquettes, D'accord. Je ne saurais pas y répondre. Pas de souci, d'accord.
Je peux parler de ce qui se passe quand on est sous stress. Quand on est sous stress, on a une hormone qui s'appelle le cortisol qui arrive à notre cerveau. On sait qu'on évacue extrêmement lentement ce cortisol. Donc, 1 minute de stress, ça met près d'1 heure à s'évacuer. Ah, quand même. Donc, on met du temps et notre système met du temps à évacuer cette hormone de stress qui, pourtant, en neurosciences, peut nous apporter aussi des choses. C'est-à-dire que l'adrénaline, quand elle est générée, pour un sportif au départ d'une course, on sait que ça va lui permettre de courir plus vite. Et certains d'entre nous ont besoin aussi de ce petit coup de pression de la dernière minute, du challenge, pour se développer et se challenger soi-même. Bien sûr, ces personnes qui ont ces symptômes-là devraient se faire accompagner. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour sortir la tête de l'eau? Alors, tous les conseils qu'on a évoqués sur la manière d'apprivoiser ces émotions, ils vont être utiles dans ces modes de fonctionnement-là parce que on peut assez vite tomber dans les ruminations émotionnelles, dans la recherche de responsabilité, dans l'utilisation aussi de substances toxiques qui nous permettent à court terme d'aller mieux. Donc effectivement, il y a une nécessité de prendre en main le sujet rapidement parce que souvent dans ces mécanismes-là, on tombe aussi dans ce qu'on appelle la suppression expressive, c'est-à-dire qu'on essaye de supprimer toute émotion, c'est-à-dire de ne rien faire transparaître pour faire face. Et quel est le risque avec ça? Les risques, c'est qu'au départ, on peut se dire que les émotions n'ont rien à faire au travail et qu'on peut faire comme si elles n'existaient pas. Mais du coup, on est en contrôle de son attitude, de son expression faciale, même de ses paroles, et on bloque de manière volontaire toute manifestation extérieure. Et on oublie, ou en tout cas on néglige, toute perception émotionnelle. Donc on est dans un déni qui devient plus ou moins conscient. Et même si parfois c'est nécessaire, parce que culturellement c'est nécessaire dans certaines entreprises ou même dans certaines cultures de ne pas montrer de signes de faiblesse, sur le plus long terme, c'est extrêmement épuisant d'une part, et puis dangereux aussi parce que on voit que la suppression expressive, ça augmente l'activation cérébrale des régions impliquées dans la production des émotions. Quand on essaye de stopper ces émotions-là, du coup, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre d'un effet rebond. Ok, très clair. Merci pour toutes ces précisions. Il me semblait important d'avoir quelques éclaircissements sur ce sujet, car quand on est dedans, on se sent parfois seul. Là, Emmanuel, je vais passer sur les questions usuelles du podcast, que j'appelle le tamis de Gatéméry. Durant toutes tes transitions professionnelles, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Fais-toi plaisir. Il y a un vrai apprentissage à arriver à transposer toute situation qui semble pas attractive au départ à quelque chose d'apprenant et de chouette au final. Et moi, j'ai cette grande chance et cette capacité-là. Tu peux me donner n'importe quelle mission, je vais arriver à la transformer en quelque chose qui va m'apprendre au final. Est-ce que tu peux me partager un livre qui t'a marqué et me dire pourquoi? Alors moi, j'adore le roman japonais. D'accord. Donc, beaucoup d'auteurs de romans japonais m'ont marqué. Kawabata, Murakami, Inoue, j'aime ces auteurs-là. J'ai pas un livre plus qu'un autre, mais Qu'est-ce qui te plaît? J'aime l'écriture, j'aime le détail, j'aime le sens de la poésie, j'aime la finesse de ce qu'il y a entre les lignes. J'aime beaucoup la culture japonaise au sens large. Je trouve que c'est un mélange de beaucoup de choses, une grande force et en même temps une grande douceur, et potentiellement une grande violence assortie de quelque chose de très méticuleux, très précis. Voilà, j'aime les contrastes que la littérature japonaise propose. Super. Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te fait lever du lit le matin? Ça rejoint le conseil qu'on m'a donné, c'est-à-dire que j'ai pas le souvenir d'une journée professionnelle où j'ai pas pris du plaisir. Pendant toute ta carrière? Ouais. Ah t'es chanceuse, hein? Dans toute ma carrière. J'ai pas de ce souvenir-là parce que même s'il y a eu des moments qui étaient plus complexes que d'autres, j'ai enseigné par exemple aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, il faisait moins 40 sur le campus, donc je me levais le matin, je devais quand même sortir, aller au bâtiment d'enseignement par moins 40 degrés. À l'époque, je me disais mais je vais perdre un doigt si j'enlève mon gant. C'était voilà, j'étais encore jeune, j'avais une appréhension culturelle aussi différente, c'était pas toujours facile, mais avec le recul, voilà, toutes les journées qui ont été plus complexes dans mon quotidien professionnel, j'ai réussi à les transformer dans quelque chose qui a été très
apprenants pour moi et qui m'a appris soit en termes de résilience, soit en termes d'acceptation, soit en termes de transposition positive. Et puis même les périodes plus creuses, ça m'a permis de faire d'autres choses, voilà, de créer des nouvelles opportunités. Qu'est-ce que la réussite pour toi ? Alors la réussite, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. J'ai une idée de la réussite qui est assez globale, dans le sens où je ne peux pas percevoir une réussite qui soit pas dans différents domaines. Ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire une réussite qui ne serait que professionnelle, avec une vie personnelle qui serait malheureuse. Pour moi, c'est pas une réussite. On ne pourrait pas parler de réussite. La complexité de la réussite, c'est que on doit réussir pour soi, mais aussi avec les autres, c'est-à-dire par autres. Il y a plein de gens qui peuvent se rattacher à ces autres-là. J'ai en tête aussi la cellule familiale, c'est-à-dire qu'une réussite professionnelle au détriment d'une cellule familiale n'aurait pas de sens non plus. Donc la réussite, c'est ce qui va nous rendre heureux sans rendre malheureux les autres, déjà. Mmh. Et puis, ce qui va permettre aussi, c'est ma vision et c'est vraiment en toute humilité de tendre vers ça, mais de contribuer à quelque chose d'un peu meilleur. Voilà, de contribuer à petite échelle. J'adore l'anecdote du colibri de Pierre Rabhi sur ça, c'est que chacun fait sa part et chacun prend sa part. Super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter qu'on n'a pas évoqué et que tu aimerais partager ? Un mot de la fin. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, mais oui. C'est important de ne pas vouloir aller trop vite. La connaissance de soi, je trouve, est un outil fabuleux. Je trouve que le coaching, c'est un moment d'étincelle pour travailler sur soi, pour se développer. Je trouve que le temps d'arrêt, la lenteur, on veut souvent aller très vite. Et pourtant, ce temps, il est nécessaire. Et on est dans une société où il faut aller vite, c'est-à-dire on finit ses études, on enchaîne, et puis si on a un trou dans le CV, on essaye de le camoufler. Je pense que en transformant ces expériences, en y pensant sous un autre angle, en essayant de voir ce qu'on en a appris et surtout ce qu'on a appris de ses échecs, beaucoup plus que de ses réussites, on va vers quelque chose de très positif. Et c'est un grand enseignement que moi j'ai eu en enseignant aux États-Unis, c'est d'apprendre à analyser mes échecs, mes erreurs, à en tirer quelque chose de positif, parce qu'on refait jamais la même deux fois. Complètement. Et si les auditeurs veulent te joindre ou te suivre, où est-ce qu'ils peuvent le faire ? Sur LinkedIn. Ok, de toute façon, je mettrai toutes les références dont on a parlé sur les notes de l'épisode. Et donc, pour te joindre, c'est LinkedIn. Oui, LinkedIn, c'est la bonne façon d'arriver à m'attraper rapidement. Super. Merci beaucoup, Emmanuelle. C'était très enrichissant d'échanger avec toi. Merci à toi. J'ai pris beaucoup de plaisir, moi aussi, dans cet échange. Merci. J'ai posé 1000 questions, désolée. Ça, c'est ma curiosité. Mais avec joie. C'est mon vilain défaut. Non, c'est ton beau défaut. Merci beaucoup. Merci, Enger. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur les notes de l'épisode. Et si vous voulez continuer à nourrir votre curiosité en plus de ce rendez-vous hebdomadaire, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn de préférence, avec le pseudo @gatemery. Mais aussi à vous inscrire à la newsletter via le site www.gatemery.com pour recevoir du contenu divers toutes les semaines. Dernière chose, super importante pour moi, c'est de m'aider à faire connaître ce podcast en mettant une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pourquoi Apple ? Parce que ça permet aux auditeurs de découvrir le podcast plus facilement. Si vous n'avez pas iTunes, pas de problème. Partagez le podcast à 2-3 amis. Peut-être que ça pourra les aider et vous me soutiendrez par la même occasion. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.